réagis tout de suite à ce que vous venez de dire sur quel est le bon point de vue pour exposer une image dans le cadre du naturalisme. C'est une question qui m'avait beaucoup intéressé au moment où on a créé le musée du Quai Branly, où il y a eu beaucoup de discussions sur le contraste qui avait été souligné par certains journalistes entre ce qu'ils voyaient comme une muséographie scientifique au musée de l'Homme et une muséographie de nature principalement esthétique au musée du Quai Branly. Et j'avais réagi par un article dans le débat, si mes souvenirs sont bons, pour expliquer qu'il n'y avait pas de muséographie scientifique en soi, et que disons, le processus de contextualisation qui était caractéristique de contextualisation et association par aire culturelle qui était caractéristique du musée de l'Homme était simplement un choix parmi d'autres qui avait été adopté à une certaine époque de la muséographie et qu'il y avait bien d'autres choix possibles. Et j'avais développé l'idée que pour véritablement manifester la puissance d'agir d'un objet exposé dans un musée ethnographique, il fallait pouvoir suivre sa biographie dans différentes étapes de son existence. Et alors, il est vrai que l'exposer dans une vitrine, c'est le couper de toutes les circonstances rituelles, bien sûr, puisque l'essentiel des objets ethnographiques sont des objets rituels, au sein desquels il déployait précisément son agence, mais qu'en même temps, cette agence s'exerçait au fil du temps de façon différente selon les contextes où cet objet été mis en évidence. Pour reprendre ces masques Yupik qu'on a vus tout à l'heure, ils ont été collectés très massivement à la fin du 19e siècle par des missionnaires ou bien des collecteurs d'ailleurs envoyés par des musées allemands ou bien tout simplement des trafiquants de bois ou des baleiniers. On peut donc imaginer qu'après la première vue de ces masques dans les maisons communes Yupik, il y avait une deuxième vie qui était celle de cet objet dans le salon petit bourgeois d'un missionnaire protestant ou d'un collecteur ou d'un baleinier ou d'un marin, et puis encore une autre vie chez un marchand d'art, dans une vitrine à New York, et puis encore une autre vie dans un musée, et qu'au fond, aucune de ces vies n'était plus légitime que les autres. Évidemment, pour un anthropologue et pour les gens qui ont produit ces objets, il était évident que c'était la première vie qui comptait, les raisons pour lesquelles on avait fait cet objet et les circonstances dans lesquelles il était rendu actif. Mais on peut aussi argumenter que, au fond, la succession, l'historicisation de cet objet fait que, en fait, les autres étapes de sa vie sont tout aussi importantes pour comprendre ce qu'il est dans sa totalité. Au fond, l'itinéraire qu'il a suivi depuis le départ jusqu'au moment où il atterrit dans un musée, quelque chose qui est tout à fait fondamental. Et donc les conditions d'exposition sont très importantes. Ça me fait penser à ce qu'écrivait Daniel Arras à ce sujet, lorsqu'il disait qu'il faut toujours prendre en considération, lorsqu'on regarde une peinture, par exemple, les conditions dans lesquelles elle a été exposée au départ et qu'on a pris l'habitude, grâce à la reproduction photographique, de les voir sous un angle extrêmement différent de celui où on les regardait, et dans beaucoup de cas où elles étaient difficiles d'ailleurs à apercevoir, dans une chapelle latérale obscure avec la peinture devenue un peu crasseuse à la lumière tremblante des bougies. C'était très très différent de ce que l'on voit dans une reproduction en quadrichromie sur papier glacé. Il y a un aspect quand même qui est intéressant dans le naturalisme et dans le musée, c'est que vous disiez à un moment qu'il y a une séparation entre les conditions de production ou les circonstances de la production et les circonstances de l'exposition.
il y a quelque chose, il y a une thématique qui est très importante dans la peinture naturaliste, c'est la visite de l'atelier ou la visite du collectionneur. Et là, alors le collectionneur, évidemment, c'est quelque chose d'un peu particulier, c'est une sorte de musée, mais la visite de l'atelier, c'est quelque chose d'important aussi, c'est-à-dire, au fond, c'est là que se constituent les critères de l'agence, c'est-à-dire il faut, pour reconnaître la qualité de l'image et sa capacité à rendre visible quelque chose, éduquer son goût. Et donc il y a toute cette dimension des connaisseurs qui se fréquentent, qui vont voir les artistes dans leur atelier, qui comparent les peintures, etc., et qui est une sorte de phase préalable à la démocratisation de puisque c'était des gens fortunés, évidemment, qui achetaient des tableaux, à la démocratisation de la consommation des images dans les musées. Et je crois que ça joue un rôle important dans le naturalisme, cette idée de l'éducation du goût. Au fond, la mimésis, c'est quelque chose qui ne va pas de soi. Il faut apprendre à reconnaître quelque chose comme ressemblant. Et ça se faisait à travers l'éducation aux différentes formes de la ressemblance qui se faisaient dans les ateliers d'artistes. Et le musée a éliminé ça, au fond. Au musée, on est confronté, ou les reproductions à la Benjamin, enfin, c'est-à-dire la multiplication des choses sans contexte, ont éliminé cette expérience de la formation, du savoir-faire, de la reconnaissance des objets, puisqu'ils vous sont présentés comme ça. Et la réaction d'ailleurs c'est magnifique cette enquête que vous avez menée, la réaction des visiteurs devant le tableau de Van Eyck est tout à fait indicatif de ça. Ils n'ont pas reconnu dans ce qu'ils ont vu ce qu'ils s'attendaient à voir. Ce qu'ils s'attendaient à voir, ils l'avaient vu auparavant, sans doute dans des illustrations. Donc ma question, c'est celle-là, au fond. Quel est le rôle de la formation de l'éducation à la ressemblance, à la mimésis, avant la généralisation des musées? Notre réaction alors, concernant les machines célibataires, effectivement, j'avais dès la fabrique des images et dans les formes du visible, mis l'accent sur ce processus qui est intéressant dans la figuration naturelle, enfin que je trouve intéressant dans la figuration naturaliste, c'est-à-dire ce mouvement progressif de la réduction de l'intériorité à la physicalité, et dont je voyais différentes manifestations au fil du temps, certaines manifestations dès le XVIIe siècle dans la peinture de genre hollandaise, dans lesquelles ces fameuses scènes de genre qu'on interprète toujours avec un certain automatisme comme des sortes de leçons morales, en fait manifestent une indétermination des situations. On arrive, l'interprétation la plus simple, c'est celle de célébrer des vertus, les vertus domestiques en particulier, mais en vérité, beaucoup de ces scènes sont très difficiles à interpréter parce que l'intériorité distinctive des humains se dissout au profit d'une mise en situation, d'une mise en relation entre les gens dans lesquels c'est au fond l'interrelation qui domine sur l'imputation d'une intériorité à chacun des individus ou des personnes qui composent la scène. Et l'autre, évidemment, la poursuite de ça, vous l'avez dit tout à l'heure, au XVIIIe siècle, les automates de Vaucanson, de Jacquet-de-Rose, la production d'images à la manière des animaux-machines ou de la métrie, et en particulier le contraste entre les deux Fragonard, les deux cousins Fragonard, l'un qui, au contraire, développe
l'expression de l'intériorité dans les corps, avec les manifestations du désir, de l'amour, de l'émotion, etc. Et le cousin qui fabrique ces pièces anatomiques absolument étonnantes, mises en situation. Et c'est effectivement, vous avez bien raison de le souligner, les précurseurs de ces hybrides humains, machines que Picabia et les autres, ou Duchamp, ont mis en évidence dans leur peinture, et dont on trouve quasiment à la même époque d'ailleurs des analogies au cinéma, avec des robots, des sortes de golems qui sont à mi-chemin entre des machines et des personnes, et qui continuent à témoigner au fond de l'indistinction que le naturalisme n'arrive toujours pas à résoudre de la qualification d'une personne, puisque des machines peuvent apparaître comme des sortes de quasi-personnes. Ce qui est toujours d'ailleurs le problème du naturalisme à l'heure actuelle. Donc il y aurait une histoire en fait de la tentative à écrire ou à poursuivre, dans le sens de ce que vous avez dit, de la tentative désespérée du naturalisme pour éliminer l'intériorité sans y parvenir, par le moyen notamment des images. Est-ce que je peux vous demander de préciser, là je suis très intéressé par la fin du développement, là, à propos des machines célibataires, sur la difficulté, voire l'impossibilité que le naturalisme affronte de pouvoir qualifier définitivement ce que c'est qu'une personne, si j'ai bien compris. Oui. Vous pouvez développer. Devant le fait têtu que d'autres êtres que les humains manifestent précisément une agence, en particulier les images, le naturalisme se trouve embarrassé parce que il n'y a pas d'explication naturaliste de ça. Alors je sais que ce qu'on appelle le programme naturaliste en philosophie et dans les neurosciences s'attache avec détermination à cela depuis quelques décennies, mais à mon sens, il n'y parvient pas vraiment. Et donc, il y a un caractère obstinément têtu de l'imputation d'intériorité, non seulement évidemment aux humains, mais à des non-humains, qui se poursuit, et sans parvenir véritablement à éliminer ce qui, pour beaucoup de représentants du mouvement naturaliste, du programme naturaliste au sens physicaliste, disons, est considéré comme une sorte de scandale résiduel. J'en donne un exemple pour ceux qui n'ont pas lu le livre, dans les formes du visible, à propos de la neuroimagerie. En étudiant, je me sers des travaux d'un ethnologue américain qui a mené une enquête chez les producteurs et les consommateurs de neuroimagerie. Et là, il y a une image qui est absolument fascinante, puisque dans la tomographie par émission de positons, le résultat de la tomographie, ce sont des données numériques. Et ces données numériques, on choisit de les transformer en images en leur donnant des coefficients de clarté plus ou moins grande, de saturation, de couleur, etc. Et il y a une image que je montre, où il y a, je sais pas, une soixantaine d'images très très différentes du cerveau, c'est-à-dire en fait de la pensée en acte. Donc là, c'est vraiment la réduction physicaliste, c'est l'intériorité qui est présentée en image dans son développement, qui sont toutes différentes, mais qui en réalité correspondent aux mêmes valeurs numériques. Et donc là, c'est la subjectivité, c'est celle de l'analyste, évidemment, de celui qui produit les images et qui va choisir tel ou tel contraste pour renforcer, au fond, l'argument qu'il développe, et que certains des scientifiques
interviewés par ce collègue admettent parfaitement, c'est-à-dire oui, on bidouille les images de façon à renforcer au fond le caractère démonstratif par l'image de quelque chose qui n'aurait pas besoin d'être démontré par l'image, puisque les données numériques sont là pour les attester par ailleurs. Même chose pour les images du cosmos, par exemple, en fait, les images de Hubble qui également oui, tout à sont fait. traitées de cette manière-là, en fait. Exactement, c'est la même chose, tout à fait. Alors, j'avais une dernière question à poser, puisqu'on va passer, si éventuellement certains ont fait passer leur papier, on va prendre leurs questions. C'est une question qui remonte des échanges qu'on a eus pendant le repas avec l'un d'entre nous, qui est théologien, historien de l'art, mais c'est aussi une question qu'on pose à Estelle, ça va la réveiller un peu. On utilise beaucoup depuis le début de cette journée ce terme d'intériorité. Et sans qu'à aucun moment, aucun de nous ne l'ait interrogé. Donc j'entends bien ce que dit Arnaud au début de son intervention sur les machines célibataires, sur au fond des représentations qui vont traduire à la fois la mécanisation de l'être humain et donc de son intériorité. On vient d'en parler là maintenant aujourd'hui. Bon, et la subjectivation de la machine, mais et puis il y avait ce matin l'intériorité des animaux non humains que les naturalistes peinent à rendre visible. Mais qu'entend-on alors dans... De quoi s'agit-il? C'est sur moi que ça tombe. Ben, ça tombe sur toute la salle. Moi, je peux dire pour les raisons pour lesquelles j'ai choisi le terme. Parce que vous l'avez choisi déjà depuis longtemps. Voilà. C'est pas des substances, hein, c'est pas la res cogitans et la res extensa, c'est dans l'opposition entre intériorité et physicalité, ce sont des plans de l'expérience. Et ces plans de l'expérience sont définis comme essentiellement à partir de... Moi, je l'ai fait à partir de deux sources qui sont... trois sources même. Une source vient de mon passé philosophique, c'est-à-dire de cette expérience du sujet transcendantal de Husserl, qui considère qu'un sujet plongé dans le monde sans connaissance préalable de ce monde a deux moyens de connaître ce monde, qui sont son corps et son intentionnalité. À cela s'ajoutent des travaux en psychologie cognitive qui montrent que les enfants, très tôt, ont pour connaître le monde, probablement des dispositions qui sont innées, ou en tout cas acquises très précocement, qui consistent d'une part à attribuer des états mentaux à un nombre d'ailleurs très variable. Enfin, il y a beaucoup de discussions sur les étapes aussi de ces attributions, de ces imputations à des éléments de leur environnement, et en même temps d'être attentif au comportement physique de ces éléments, de sorte que le psychologue du développement, Paul Bloom, je crois, a écrit un livre qui dit « Nous sommes naturellement cartésiens, spontanément dualistes » ou quelque chose comme ça. Donc il ne s'agit pas de l'âme et du corps, il ne s'agit pas de l'esprit et de la matière. Il s'agit, par ces deux plans, de mettre l'accent sur le fait que, comme l'ethnographie le montre, il n'existe pas de théorie de la personne normale et vivante qui soit une pure intériorité ou une pure physicalité. C'est-à-dire une pure intériorité, un esprit sans corps, si vous voulez, ou ça peut arriver, mais c'est pour l'esprit des morts, par exemple, ou les fantômes, ou un corps sans esprit ou un corps sans intériorité, ce qui n'est envisagé que depuis très récemment, précisément par les tenants du programme naturaliste. Donc ce terme a paru suffisamment général pour regrouper un très grand nombre de choses qui peuvent être définies par le fait qu'on attribue à une disposition intérieure invisible des effets qu'un être peut produire dans le monde. Et qu'on lui impute des états mentaux, lui impute des émotions,
et éventuellement une capacité réflexive ou à communiquer, etc. Et c'est pour ça que je parle d'intériorité, au fond. C'est-à-dire que c'est invisible autrement que par les effets que ça produit. Voilà. Ça, et le terme a paru suffisamment général pour regrouper un grand nombre de dispositions de nature assez différente qu'on peut appeler l'âme dans certains cas, ou l'esprit, ou la pensée, ou les émotions, ou quelle que soit la terminologie qu'on emploie.